Bonjour, il s'agit de la 17e capsule en histoire de l'art. Vincent Arsenault, historien de l'art. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour compléter cette troisième capsule portant sur le street art. Alors, ce que j'ai remarqué, alors en termes de conclusion, de dernier élément du street art, on comprend que c'est tiré d'une conférence de 2h30. Alors, je dois aller rapidement. Ce sont les conflits et la mise en marché du street art, puisqu'il y a une mise en marché. Donc, les conflits sont des conflits de territoire d'abord, puisqu'on a d'un côté l'État, ici la municipalité qui veut réglementer, qui veut légiférer sur son territoire, qui contrôle ce territoire-là, et des artistes qui veulent s'exprimer librement, qui veulent assumer leur part de liberté et aussi investir la ville, investir ce lieu de monstration. Alors, il y a un conflit d'appropriation de l'espace, évidemment, et c'est en même temps, du côté de la municipalité, le contrôle de la monstration. Alors, le contrôle de ce qui peut et ce qui doit être montré en public. Alors, on s'aperçoit que les pouvoirs publics tentent de légiférer continuellement là-dessus. Il y a des conflits juridiques et judiciaires aussi. Donc, il y a des vols d'œuvres d'art qui se produisent, il y a des copies, le non-respect des droits d'auteur, et enfin, il y a aussi des conflits d'artistes. En quelques minutes, je vais tenter de vous présenter la chose. Alors, parlant de ce dernier, dans les derniers points, les vols d'œuvres d'art, eh bien, les premiers constats qu'on a faits à Paris surtout, c'était les vols d'Envader, qui est un street artiste qui utilise la céramique, qui fait des jolies pièces ici. Alors, je tente de vous montrer. Alors, la façon dont il produit, il prend des petits carrés de céramique et va imiter un jeu des années 80-90, Invader, qui était destiné aux jeux informatiques. Et le nom d'artiste, c'est Invader. Il va installer ça un peu partout dans Paris, donc il fait ses montages chez lui. Et la nuit, dans les rues, il va mettre une colle très puissante et coller sur le mur, ce qui sera difficile à décoller par la suite. Et évidemment, les autorités de Paris ont trouvé extrêmement intéressant avec les années. Alors, le jeu des touristes, c'est souvent de photographier ou de se prendre en selfie avec un Invader qui souvent est caché. Alors, il y a des voleurs qui ont commencé à prendre ces pièces-là, à les décoller, souvent en les brisant, hein, bien sûr. Alors, c'est les premiers vols. On sait que l'artiste Banksy aussi s'est fait voler des œuvres dans les villes, alors notamment une porte à un moment donné qui a été arrachée littéralement. Banksy avait fait son montage dessus. C'est un collage en dessin, un peu comme le fait Ernest Pignon-Ernest. Alors c'est aussi ce type de délit qui se produit dans les villes, malheureusement, pour les artistes, mais aussi les propriétaires d'édifices qui bénéficient finalement de cette nouvelle esthétique. Je vous avais parlé de Fluke à quelques reprises dans mes capsules. Fluke qui a mis sur pied un collectif d'artistes, de street artistes à Shop, et à Shop a commencé à développer une grande clientèle. Hein. Je vous avais nommé les clients d'Ashop. Et Fluke m'a raconté lors de l'entrevue d'août 2016 qu'il avait été l'objet de viol de copyright. Alors, la chose suivante est arrivée. Alors ici, je présente un peu le travail d'Ashop. Oh, c'est à l'envers, excusez-moi. Donc, on le voit ici sur la gauche. Alors, c'est Fluke avec son travail. Et on peut supposer qu'il y a beaucoup de copyright qui sont violés dans le travail de ces artistes. Alors, il me racontait la chose suivante, c'est qu'un photographe avait photographié de ses murales et avait présenté sur Internet le résultat de son travail en encadrant des photos et en les vendant quand même un prix assez élevé.
trouver. Lorsque Fluke s'est rendu compte de la chose, du délit, du viol de copyright, son avocat a envoyé une mise en demeure et l'individu aurait répondu que de toute façon c'est du vandalisme. On ne peut pas dire qu'il vole quelque chose puisque les dessins ou les graffitis ont été faits illégalement. Alors ce qu'a fait Fluke à ce moment-là, c'est qu'il s'est autodénoncé auprès de la ville et en s'autodénonçant, il reconnaît être l'auteur. Et l'avocat a poursuivi l'individu pour 100 000 $ et l'a forcé à retirer finalement le travail qui était présenté, qui avait été volé littéralement à Fluke. Autre conflit, c'est un conflit entre artistes. Alors, il s'agit de Daniel Buren. Daniel Buren est un artiste français multidisciplinaire, très reconnu internationalement, qui gagne très bien sa vie, et il a, à un moment donné, il y a un autre artiste du nom de Module de Zir, qui est le nom d'artiste de ce street artiste. Son vrai nom, c'est Mehdi Sibille. Mehdi a voulu honorer le travail de Buren. Alors, c'est au Palais Royal, alors que vous connaissez sans doute, devant le Louvre. Et le Palais Royal, Buren, il y a plusieurs années, a fait toute une installation de colonnes que voici sur sur la gauche. Alors, avec ces colonnes, alors c'est très connu, de différentes dimensions. Il y a d'ailleurs un jeu mobile de ces colonnes. Et Sibille ou Module de Zir a voulu honorer le travail de Buren en peignant, en dessinant sur les colonnes de chaque côté du Palais Royal que voici. Alors, Buren n'a pas apprécié la chose. Il a indiqué que ça dévalorisait son œuvre et a demandé le retrait, donc par mise en demeure, a demandé le retrait du travail de cet artiste. Alors, le commissaire qui avait travaillé avec l'artiste était très désolé de cette initiative de la part de Buren. Alors, c'était une façon d'écarter un jeune artiste en émergence. Donc, on voit le type de conflit auquel ça peut mener. Évidemment, je vous ai parlé des grandes de murales, alors les grandes manifestations de l'art. Les artistes sont des gens qui veulent être reconnus, veulent être rémunérés légitimement pour leur travail, alors dans la mesure où on ne s'approprie pas de leur travail. Alors vous avez le Festival Mural à Montréal chaque année au mois de juin. Alors le festival est devenu tellement important que des commanditaires d'importance vont soutenir cette initiative. Alors, il y a d'abord les commanditaires publics, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et lettres du Québec, le Conseil des arts de la Ville de Montréal, l'Association touristique de la Ville de Montréal, le ministère du Tourisme. Alors, différents ministères supportent l'initiative et des commanditaires comme Rona, Air Canada, donc différents commerces, différentes industries appuient cette initiative et ça se déroule sur le boulevard Saint-Laurent de la rue Sherbrooke jusqu'au boulevard Saint-Joseph et on a énormément de passants, les commerçants sortent de production, les terrasses sont ouvertes quand on n'est pas en temps de confinement bien sûr et ça permet aux artistes de se produire. Alors, c'est extrêmement intéressant. Je vous invite, lorsque nous sortirons du confinement, à visiter ce lieu-là, et même quand il n'y a pas de festival, puisque la rue Saint-Laurent est meublé, habité par ces murales et de chaque côté dans les ruelles entre la rue Saint-Dominique et la rue Clark, vous avez aussi énormément de murales qui sont dessinées, qui sont offertes aux yeux du public. Alors c'est extrêmement intéressant. Dans la même perspective, donc il y a une commercialisation ici du street art et dans la même visée, dans la même envolée
volets, vous avez le marché Bon Secours qui propose une foire de l'art contemporain où ce sont certains artistes qui présentent leurs pièces encadrées dans des dimensions qu'on peut acquérir. Et il y a différents lieux aussi d'exposition. Je pense à Art Gang sur la rue Saint-Hubert, dont je vous ai déjà parlé aussi. Alors, il y a beaucoup d'expositions et on voit que l'artiste veut se mettre de l'avant, veut vendre son produit, veut l'offrir au public et de cette façon acquérir de la notoriété et enrichir son curriculum et être évidemment être collectionné par des musées ou par des municipalités puisqu'il y a des villes qui ont des politiques d'acquisition d'œuvres d'art. Évidemment, les artistes qui veulent demeurer dans l'anonymat vont dénoncer cette commercialisation de l'art et j'ai trouvé il y a quelques années sur YouTube cette petite vidéo qui s'appelle À chaque ville son street art où on soulève les conflits entre artistes eux-mêmes, mais entre artistes et pouvoirs municipaux. Et j'avais vu dans la vidéo ce graffiti. Excusez-moi, alors c'est à l'envers, évidemment. Je trouvais la façon de mettre les choses à l'endroit. Alors, les vandales sont des gens heureux. Les artistes se vendent au plus offrant. Le graffiti disait la chose suivante. Alors, en termes de conclusion maintenant, alors, conclusion de cette capsule de conclusion sur le street art, on voit que cette relation particulière, ambiguë, parfois complémentaire entre l'art public et l'art de la rue, ou le street art, a différentes visées, différentes fonctions. Alors, l'art public, ça fonctionne à travers des commandes publiques. L'artiste est soumis à une réglementation et évidemment, le mode d'opération, c'est l'appel d'offres. Donc, la municipalité va appeler des propositions et les artistes vont présenter. Alors, c'est un art qui est programmé et dont l'esthétique relève davantage de la modernité, d'une conception moderne de l'art. Du côté des street artistes, ce sont des initiatives individuelles. Alors, on va chercher à transgresser les règles. Évidemment, on les conteste de façon évidente. Je me souviens d'une entrevue avec un artiste qui m'avait dit c'est tellement compliqué de faire affaire avec une ville, je préfère poursuivre mon travail la nuit, même si je ne suis pas reconnu et je ne suis pas rémunéré. Alors, je travaille dans une épicerie le jour et ça me permet de me payer des bombes de peinture pour aller dessiner des surfaces pendant la nuit. Alors, c'est de chercher chez ces jeunes-là ou chez ces gens-là, c'est souvent des jeunes d'ailleurs, là je fais pas de l'agisme en disant ça, on cherche à transgresser les lois, on va aussi on sait qu'on est perçu comme des vandales. Il y a un défi physique et de dépassement. J'en note dans certaines murales lorsqu'on voit où les artistes se sont hissés sur des édifices pour pouvoir peindre les derniers étages de certains édifices. Je l'ai vu aussi sous le pont Papineau. Alors vraiment sous la surface du pont, au-dessus de l'eau. Alors les jeunes, je ne sais pas comment ils ont fait, sont allés en chaloupe ou avec un petit bateau pour hisser une échelle et pouvoir peindre sur le plafond sous le pont. Alors évidemment. Donc on voit que on est dans une sorte d'esthétique activiste, pour prendre les mots de Paul Arden. Alors l'art public, en conclusion, c'est une commande publique soumis évidemment à la réglementation et en terminant, donc c'est la recherche de certains artistes d'exprimer leur liberté, évidemment, on l'avait vu en introduction lundi dernier,
Alors, avec cette capsule sur le street art, alors on cherche à corriger l'esthétique publique. On fait valoir une présence polémique. Alors, on sait que le street art, c'est la pointe prolongée de l'art contemporain. Alors, je vous avais dit que l'art contemporain était soumis aux forces du marché. Et s'il n'y a pas un marché dynamique avec des sommes fabuleuses investies dans l'art contemporain, ce n'est pas du tout le cas du côté du street art. Quoique, il y a certaines pièces du street art qui ont de très grandes valeurs. Alors, je vous ai nommé Jean-Michel Basquiat, dont l'une des pièces s'est vendue 110 millions il y a quelques années. Alors, c'est des sommes fabuleuses, évidemment. On fait valoir une présence polémique, comme je vous le disais, et on tente d'accompagner les mutations urbaines, et on fait valoir la dynamique des mutations artistiques qui sont en cours. Alors, on ne sait pas où vont conduire ces changements, mais on sait très bien que nous sommes dans une dynamique de changement, surtout dans cette période du coronavirus où nos pratiques sont bouleversées, on est en confinement. Alors, sans doute qu'après l'épidémie, notre façon de se tenir en public, d'être dans une file d'attente, de fréquenter les commerces aura complètement changé. Et on s'attend à ce que les artistes aussi participent à ces changements-là. Alors, je vous remercie d'avoir suivi ces capsules. Alors, cette 17e capsule qui portait sur la conclusion du street art. Je mets en ligne sur mon compte Facebook cette capsule et je souhaite vous présenter demain Ernest Pignon-Ernest dans la 18e capsule. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.